Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être là avec nous ce soir pour vous interroger à mes côtés. Guillaume Darey, vous êtes chef adjoint du service politique de France Télévisions. Vous allez relayer les questions des téléspectateurs. Ils peuvent pendant le cours de l'émission. On peut continuer de le faire sur les réseaux sociaux, sur le site franceinfo.fr pendant toute l'émission. Marion Van Rettegem, vous êtes journaliste spécialiste des questions européennes à l'Express. Enfin, ce soir, à nos côtés, notre partenaire Brice Teinturier, directeur délégué de l'Institut de sondage Ipsos, avec lequel nous avons, on en a eu quelques exemples pendant le débat. Nous avons réalisé un sondage que vous allez nous présenter dans le détail dans un instant. Peut-être, Manon Aubry, une réaction à ce débat que vous venez de suivre ? J'ai eu le sentiment d'avoir assisté, pour être honnête, à un concours de mensonges sur les questions écologiques et sociales. Et sur les questions d'immigration, c'était bien davantage une petite forme de match amical où ils se disputaient le terrain. Et je suis, après ce débat, pour être honnête, comme beaucoup de Françaises et de Français, je n'en peux plus de ce duel qui, en réalité, est un duo entre l'extrême droite d'un côté et les macronistes de l'autre. Vous n'avez pas vu de vision, c'est ça que vous êtes en train non, de dire. De manière très précise, sur les questions écologiques et sociales. Pardon, mais ils ont menti de manière éhontée. Jordan Bardella a dit qu'il a voté contre le marché de l'énergie qui fait exploser les prix de l'énergie. Je préside le seul groupe au Parlement européen qui s'y est opposé. Quant à M. Attal, il a parlé de la taxe sur les transactions financières. Eh bien, c'est précisément la France qui s'y oppose. Vous voyez, nous n'en pouvons plus de ce pas de deux, en réalité. Et moi, j'appelle les Françaises et les Français à nous placer en finale le 9 juin prochain pour aller disputer la bataille contre celles et ceux, en fait, qui s'alimentent mutuellement. Plus ou moins d'Europe ? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de protection pour les travailleurs ubérisés, comme cette victoire qu'on a obtenue au Parlement européen, qui donne une protection sociale à 5 millions de travailleurs pour Uber et Deliveroo, je dis plus d'Europe. Mais si c'est pour imposer l'austérité budgétaire qui sacrifie nos écoles, nos hôpitaux, notre protection sociale... C'est ça qui nous attend, à votre avis, Manon Aubry ? Bien sûr, le Premier ministre qui était à ma place juste à l'instant va annoncer une réforme de l'assurance chômage, juste après avoir introduit l'augmentation du reste à charge sur les médicaments. Il se plane aussi un gel des pensions de retraite. Je le dis, ce gouvernement est en train de faire la poche des Françaises et des Français. Pourquoi ? À cause des règles budgétaires européennes qui vont imposer la pire cure d'austérité. Et là aussi, j'ai été bien seul au Parlement européen à mener cette bataille. Ni les macronistes, ni l'extrême droite ne l'ont menée. Et puis, ça veut dire que vous dites qu'il ne faut pas respecter les critères de Maastricht ? Je dis absolument qu'il faut désobéir aux critères de Maastricht, les 3% de déficit et les 60% de dette. Vous savez, s'il y a bien une chose qui peut se négocier, c'est la dette. Mais pas la planète, pas notre capacité à investir dans notre avenir. Et précisément, vous voyez, il y avait 2 jeunes autour de ce plateau, mais c'est notre avenir qu'ils sont en train de détruire. Et Jordan Bardella, spécifiquement, je veux dire à quel point il est le fossoyeur de la question sociale. Il se présente comme défendant l'intérêt des Françaises et des Français, mais pardon, il a voté aux côtés des macronistes, contre l'ISF, contre la taxation des superprofits, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la hausse du SMIC, contre des écarts de salaire maximum. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Bien sûr. En fait, Jordan Bardella, en matière économique et sociale, c'est un peu le Emmanuel Macron de rechange. Donc je dis aux Françaises et aux Français, ne vous trompez pas le 9 juin, donnez-nous la force de tout changer, placez-nous en finale, mais pour ça on a besoin que vous vous mobilisiez en masse. Je vous laisse avec Marion Van Rettegem. Vous avez lu le programme de Manon Aubry. Bonjour Manon, bonsoir Bonne lecture. Manon. Oui, merci, bonne lecture en effet. Je l'ai lu et j'ai noté quelques un peu plus notions. épais que celui de Jordan Bardella, je crois, parce que comme il n'a rien fait ces 5 dernières années... On va laisser parler Marion Van Rettegem, allez-y. Donc j'ai noté quelques notions clés de votre programme. La religion du libre-échange destructrice, vous n'en voulez pas. L'incongruité sociale du modèle économique européen, vous n'en voulez pas non plus. Les accords de libre-échange, vous les refusez en bloc. Ça a le mérite d'être clair et net. Le problème, c'est que votre vision de l'économie est incompatible avec les fondamentaux du marché européen. D'une part, les traités de libre-échange, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on laisse les pays exporter chez nous pour que nous, on puisse exporter chez eux. Or, 1/4 des Français travaillent pour l'exportation et 40% des entreprises, des exportations françaises vont en dehors de l'Union européenne. Donc votre projet revient à sacrifier près de la moitié des exportations françaises, 40%. Absolument. Attendez, d'autre part, vous dites, si on n'importe plus les fruits et légumes qu'on peut produire chez nous, c'est l'exemple que vous donnez. Votre projet revient à réserver les avocats, les kiwis, les mangues aux très riches.
puisque l'offre des avocats et des kiwis sera limitée, donc plus chère. Donc c'est sans doute votre objectif, mais je peux vous dire que ce qui est sûr, c'est qu'aucun des 27 pays membres de l'Union européenne n'acceptera jamais qu'on empêche leurs entreprises d'exporter et qu'on rende les produits des consommateurs plus chers. Attendez, juste, ma question, c'est celle-ci. Ma question, si vous considérez que le modèle européen est une incongruité, si vous êtes contre la religion du libre-échange destructrice, si vous portez un projet incompatible avec les fondamentaux de l'Union européenne, pourquoi ne dites-vous pas clairement aux électeurs que votre but est tout simplement de sortir de l'Union européenne? Alors, Manon Aubry. Absolument pas. Et vous savez, les traités de libre-échange au Parlement européen, il suffit d'une majorité. Donc si demain nous avons une majorité pour nous y opposer, il n'y aura plus d'accord de libre-échange. Quel est le problème avec les accords de libre-échange? Je vais vous le dire, c'est une triple folie. C'est d'abord une folie sanitaire parce qu'on va importer des produits qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires. Par exemple, avec des pesticides qui sont autorisés dans des pays comme au Brésil ou en Nouvelle-Zélande et interdits en Europe. Deuxième folie, c'est une folie environnementale. Quel sens à importer du lait qui vient de la Nouvelle-Zélande, littéralement de l'autre bout de la planète, alors qu'on en produit ici? Et enfin, c'est une folie sociale. Allez dire aux agriculteurs qui sont soumis à une concurrence déloyale, de la viande qui vient du Brésil, des haricots verts qui viennent du Kenya, alors qu'on en produit en France et de très bonne qualité. Allez dire aux ouvriers des entreprises qui sont soumis à cette concurrence déloyale. Je pense aux ouvriers de l'usine Metex à Amiens, qui produisent un acide aminé qui sert à produire des médicaments. La France et l'Europe ne sont plus capables de produire les médicaments comme l'aspégique dont nous avons besoin. Eh bien, ils sont soumis à une concurrence déloyale qui vient de la Chine parce qu'on a abaissé les barrières douanières sur les produits qui viennent de Chine sur la lysine. Eh bien, je vous le dis, j'assume de dire que je ne veux plus de ce modèle économique qui soumet nos industries, notre agriculture à une concurrence déloyale. Et je vais même plus loin. Je suis fière de présider au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Et le vote du 9 juin, c'est aussi pour protéger notre industrie. Même si c'était la démonstration, même s'il y a de la casse pour les entreprises qui vivent de cette exportation. La fin du libre-échange n'est pas la fin des échanges. Mais ce que nous disons clairement, et c'est d'ailleurs un autre des nombreux mensonges de Gabriel Attal ce soir, il n'y a pas ce qu'on appelle des clauses miroirs dans les accords qui sont signés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciprocité. Dit autrement, dans l'accord de libre-échange avec le Mercosur, par exemple, 30% des pesticides qui sont autorisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Est-ce que vous voulez empoisonner nos enfants et des générations entières? Pour moi, la réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle je m'oppose fermement au libre-échange pour protéger notre industrie et notre agriculture. Une question de téléspectateur. Oui, Bénédicte qui nous a envoyé sa question. Elle a 50 ans, elle est fonctionnaire, elle vous pose cette question. Vous avez parlé avec Léa Jordan Bardella et Gabriel Attal de la question de l'immigration, du pacte migratoire. Cette question s'adresse notamment à vous. Pourquoi les autres partis ne s'emparent-ils pas de la question de l'immigration une bonne fois pour toutes afin de contrer l'extrême droite? Eh bien, j'assume tout à fait de m'emparer de cette thématique parce que vous avez eu finalement des agents de malheur, des agents de peur autour de ce plateau. Et je suis ravie de ramener un peu de dignité et d'humanité parce que, en réalité, la politique migratoire européenne, elle est non seulement inhumaine et inefficace. Elle est inhumaine parce qu'elle a transformé notre mer Méditerranée en un cimetière à ciel ouvert, avec plus de 30 000 morts en mer Méditerranée. Pire encore, maintenant, ils veulent enfermer des enfants, renvoyer les migrants dans des pays où ils sont torturés. Vous voulez abroger le pacte asile-immigration? J'ai voté contre le pacte asile-immigration. Et d'ailleurs, le Premier ministre a ouvert la voie en France avec la loi immigration qui a été votée aussi par le Rassemblement national. Nous voulons l'abroger aussi parce qu'il est inefficace. Pardon, mais il n'y a pas de mécanisme de répartition obligatoire entre les États membres. Et je veux dire... Non, il n'y a pas dans le pacte asile-immigration parce que les États pourront payer jusqu'à 20 000 € par migrant pour financer des murs. Imaginez bien des murs aux frontières de l'Union européenne. Je le dis, on ne quitte jamais sa terre par plaisir, par gaieté de cœur. On ne monte jamais sur un radeau de survie par gaieté de cœur. Et si vous voulez véritablement éviter qu'il y ait des morts en mer Méditerranée, vous pouvez aussi agir sur les causes des migrations. Parce que vous et moi, on ne va pas quitter ce plateau pour aller dans un autre pays à l'autre bout du monde si on ne fuit pas la misère, si on ne fuit pas des catastrophes climatiques ou la guerre. Eh bien, c'est l'enjeu aussi sur lequel il faut agir et sur lequel l'Union européenne doit être plus responsable. Brice Teinturier, sur cet aspect-là, sur la question de l'immigration, j'ai donné un sondage tout à l'heure qui montre le fort intérêt des Français sur ce sujet-là, à la veille de ces européennes. C'est le premier attente, en tous les cas, des Français aujourd'hui sur ce que devrait faire comme sujet, comme action, l'Union européenne. Et quand on regarde, vous voyez ici 42% donc qui estiment ça, et quand on regarde la crédibilité comparée des différentes forces en présence, quand on leur demande à qui faites-vous le plus confiance pour agir, par exemple, sur ce sujet, sur l'immigration, on a d'abord un paquet de Français qui nous dit à aucun, ni à Renaissance,
et Valérie Hayé ni au Rassemblement national, et donc sans doute beaucoup de vos électeurs. Mais ensuite, on a une dominante extrêmement forte de ceux qui considèrent que c'est le RN qui est le plus crédible pour lutter contre l'immigration, donc sur ce sujet majeur. La crédibilité comparée, ce n'est pas nouveau, hein. Non. Elle est très forte au RN sur le sujet de l'immigration. Vous l'entendez, ça? J'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur Teinturier. Vous faites un beau métier, mais je crois ravi. qu'une des premières préoccupations des Françaises et des Français, si vous me le permettez, c'est aussi le coût de la vie et la vie chère. Mais et moi, je veux ça, mettre la Lina, question sociale au cœur de cette Vous campagne. voyez ici, Je veux dire aux Françaises et aux Français qui suffoquent à cause de l'augmentation des prix que nous proposons le blocage des prix des produits de première nécessité et le blocage des marges des entreprises qui s'en sont mis plein les poches. Je veux dire aux Françaises et aux Français qu'on mettra un terme à l'austérité budgétaire qui fait en sorte que nos services publics soient sacrifiés et que c'est ce sujet que nous devons mettre au cœur. D'ailleurs, vous l'avez mis au cœur et je vous en remercie. Dans le débat, Oui. ça a occupé la première place. S'agissant des questions d'immigration, je crois avoir fait des réponses très concrètes sur la manière dont on devrait s'y prendre. Mais moi, j'ai d'abord envie de parler du porte-monnaie. J'ai d'abord envie de parler des conditions C'est la priorité de vie des des gens. Français, Non, pour mais le coup. Oui, et c'est mais pour ça que je me suis permise mais de c'est très simple, on d'y mesure, répondre. donc il n'y a aucun souci là-dessus. Si La vous me le preuve- permettez, le ça dépend premier des sujet- instituts de sondage Non, et non, non, peut-être que celles et ceux qui nous regardent peuvent tweeter Non, en direct et non, nous dire non, si non. leur souci au quotidien, c'est le coût de la vie. Je vous ou- assure que pour le coup, là, ça ne dépend pas des instituts de sondage. Toutes les enquêtes nous montrent, quand on pose une question sur les préoccupations des Français, que le pouvoir d'achat est en numéro 1. Voilà. Là, la question, elle est différente. C'est une question où on demande quelles doivent être les priorités pour l'Europe. Et là, vous le voyez, il y a l'immigration en numéro 1, la lutte contre le changement climatique en numéro 2 et la lutte contre l'inflation, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, à quasi-égalité avec le changement climatique. Donc ce n'est pas du tout incohérent. Dans un cas, vous demandez quelles sont vos préoccupations. Bien sûr. Dans l'autre cas, vous demandez Mais de c'est quoi doit intéressant s'occuper comme l'Europe. question parce que du coup, il y a Je crois, un oui. prisme déformant de quels sont les leviers d'action de l'Union européenne. Et je veux dire aux Françaises et aux Français qu'on a des leviers d'action sur le pouvoir d'achat. Je reprends la question du marché de l'électricité qui me paraît essentielle dans cette campagne. Puisque ceux qui étaient autour de cette table, en réalité, les macronistes comme l'extrême droite, n'ont aucun moment fait en sorte de réformer le marché de l'électricité pour sortir des règles qui font exploser les factures des ménages, des petites entreprises. C'est plus 45% en l'espace de 2 ans. Et moi, je leur dis que je propose de sortir du marché de l'énergie. On est d'ailleurs les seuls à le proposer, les seuls à avoir voté contre. Ça a été voté à la dernière session plénière du Parlement européen. Donc je veux leur dire qu'il y a aussi des leviers d'action en la matière. On a parlé des priorités des Français, vues par les sondages. Et puis, il y a la campagne que vous avez menée qui a parfois interrogé Guillaume Darey, choisi une photo de campagne ce soir. Alors, et cette photo, regardez-la, c'est la photo de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est la photo de Rima Hassan. C'est la numéro 7 sur votre liste. On la voit ici devant Sciences Po en soutien justement à la mobilisation des étudiants pro-Gaza. Dans un article de la Tribune dimanche paru le week-end dernier, elle se vit même, dit-elle, comme une icône. C'est un mot extrêmement fort. Et il y a un sujet sur lequel ça fait aucun doute, c'est la qualification de ce qui se passe à Gaza. Je vous propose de l'écouter. Et effectivement, dans un contexte que nous sommes en train de connaître, qui est quand même un génocide sur lequel de nombreux étudiants se mobilisent. Là, on était à Sciences Po, je peux d'ores et déjà l'annoncer. Je serai également aux côtés des étudiants de l'ENS. Non, il ne fait pas débat. Non, là, c'est extrêmement important pour les gens qui nous écoutent. La Cour internationale de justice... Ça parle de risque génocidaire. Est-ce que vous reprendriez ces mots, Manon Aubry? Est-ce que pour vous, c'est un génocide ce qui se passe à Gaza, oui ou non? Oui, bien sûr, et je vois bien qu'il y a une tentative d'un certain nombre de personnes d'affaiblir les paroles pour dénoncer le massacre qui est en cours dans la bande Donc pour de vous, Gaza. c'est un génocide? Oui, et la Cour pénale internationale a dit très clairement qu'il y avait un risque plausible de génocide. Et a mis en garde Israël, justement, de prévenir Avec- ce risque-là. Exactement, avec des mesures qui permettent de prévenir. Et ces mesures n'ont pas été mises en œuvre par Israël. Et on parle de cela il y a déjà Et plusieurs mois. l'ancienne Depuis- responsable de cette cour est intervenue depuis- pour dire la Cour pénale internationale n'a pas dit qu'il y avait un génocide. Il y a aussi une responsable des Nations Unies, la responsable spéciale des Nations Unies sur le sujet, qui a dit très clairement aussi qui a écrit un rapport qui s'appelle l'anatomie d'un génocide. Mais le fond du sujet, c'est quoi? C'est qu'il y a à Gaza plus de 35 000 civils qui sont morts. Il est mort à Gaza autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Et quand vous avez le procureur de la Cour pénale internationale
internationale qui lance un mandat d'arrêt, à la fois à l'égard des dirigeants du Hamas, mais aussi à l'égard de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'extrême droite d'Israël lui-même, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il y a une responsabilité de la France à agir pour prévenir ce massacre, pour prévenir ce génocide. Est-ce que c'est un sujet de campagne européenne? Bien sûr, c'est un sujet de campagne européenne. Pourquoi? Puisque le Parlement européen peut décider de plusieurs choses. Par exemple, un embargo sur l'envoi d'armes pour que la France et l'Union européenne arrêtent d'envoyer des armes. L'Union européenne peut décider de suspendre son accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ce sont des propositions très concrètes que je fais pour utiliser les leviers qui sont à notre disposition. Et j'en mentionne un dernier. L'Irlande et l'Espagne ont décidé de reconnaître l'État de Palestine. La France l'a promis depuis très longtemps, même déjà à l'époque de Jacques Chirac. Eh bien, la France s'honorerait à reconnaître aujourd'hui l'État de Palestine. Manon Aubry, je sais qu'on ne fait pas forcément de la politique le nez sur les sondages, mais c'est pas un sujet forcément qui arrive très haut dans les préoccupations des Français à la veille de ces européennes. Ah non, il arrive tout en bas. Très clairement, pour le coup, l'Ukraine aussi n'est pas un sujet majeur dans cette élection européenne, mais Gaza arrive tout en bas. Chez les électeurs, chez les sympathisants de la France insoumise, c'est plus haut, évidemment. 25% de citation, mais même chez vos électeurs, ça arrive très largement derrière le pouvoir d'achat que vous évoquiez, la réduction des inégalités, le climat ou ce type d'enjeux. Donc c'est une stratégie de campagne, mais... Que vous défendez, que vous assumez. Je ne me prononce pas sur la pertinence de la c'est- stratégie de c'est campagne. pas- Je dis juste, quand on regarde ce que les Français nous disent, ce n'est pas pour eux le sujet majeur. Monsieur Teinturier, est-ce que vous avez assisté ou écouté à un seul de mes meetings que j'ai fait pendant cette campagne? Ah, je lis et j'écoute beaucoup, oui, de tous J'espère. les candidats. Et donc, si vous m'avez écouté attentivement, vous avez vu que c'est évidemment pas le seul sujet. On C'est pas assume du tout ce que de je ne dis. pas détourner le regard sur ce qu'il se passe D'accord. dans la bande de Gaza. Mais nous parlons aussi beaucoup d'un sujet qui est absent dans cette campagne, et je le regrette, qui est la question écologique, l'avenir pour nos enfants. Et vous aviez autour de cette table quasiment des climato-sceptiques aussi, avec un Gabriel président de la Attal, République. climato-sceptique. Oui, Emmanuel Macron a été condamné pour inaction climatique. La France d'Emmanuel Macron désobéit en matière d'énergie renouvelable. Quant à Jordan Bardella, vous voyez, le lapsus est révélateur, il est lui-même climato-sceptique. Donc si vous voulez envoyer au Parlement européen des écologistes conséquents qui assument de rompre avec les accords de libre-échange pour produire en France ce dont nous avons besoin, qui assument un cap de 100% d'énergie renouvelable, qui assument une transformation de notre modèle économique pour investir dans notamment la rénovation thermique des logements, je profite ici de cette antenne pour lancer un appel à tous les écologistes du pays, puisque si vous voulez que les écologistes soient représentés au Parlement européen, aujourd'hui, vous avez un parti écologiste qui n'est pas sûr de passer le cap des 5%, et je veux dire à tous ceux qui ne Marie veulent Toussaint pas du sera notre retour, invité tout à l'heure à la Pressira, je pense. vous aurez l'occasion de lui poser la question, mais je veux le dire parce que la question qui nous est posée finalement à nous, à gauche, c'est est-ce qu'on veut le retour de François Hollande et de tout ce que ça a impliqué en termes de renoncements sociaux et écologiques, Vous mettez, ou un est-ce qu'on signe, veut... vous mettez un signe égal entre M. Glucksmann et M. Hollande. Il est soutenu par Monsieur Hollande, Monsieur Glucksmann. Donc on choisit ses soutiens. Moi, je ne suis pas soutenue par Monsieur Hollande. Et pour ma part, j'ai tiré les échecs du quinquennat de Monsieur Hollande, que ce soit la loi travail, la déchéance de nationalité, les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Et je le dis au pays, on a un énorme enjeu à construire la suite. Moi, me suis battue pour faire campagne sur ce programme, qui est le programme de la NUPES, qui nous a permis d'unir la gauche il y a 2 ans, d'élire 151 députés. C'est ce programme que je continue à défendre le 9 juin prochain. Seul dans votre coin, du coup. Hein, Non, j'ai sur ma liste Damien Carême, député écologiste. J'ai celui qui a fait l'accord pour le parti de Benoît Hamon Génération, l'accord de la NUPES. Donc on essaie de rassembler des millions de gens dans le pays qui, justement, ne se résignent pas à la catastrophe climatique, ne se résignent pas aux inégalités, ne se résignent pas à ce duo entre Macron et Le Pen. Et je leur dis, venez nous aider le 9 juin, donnez-nous la force de tout changer. C'est dit, je voudrais qu'on dise un mot de l'Ukraine. Naturellement, c'est quand même l'un des enjeux de cette élection. L'Ukraine est présente dans cette campagne. Les voisins de la Russie se préparent à la guerre. On va retrouver Valérie Astruc à Oslo, la Norvège, pays membre de l'OTAN. Alors, n'est pas dans l'Union européenne, mais elle a choisi de mettre le paquet pour aider l'Ukraine. Ici, la menace russe est concrète. La Norvège partage près de 200 km de frontière avec ce pays. 5 nouvelles frégates, un sous-marin supplémentaire, davantage de missiles anti-aériens. Oslo se réarme massivement et prévoit de quasi doubler le nombre de conscrits. Idem au Danemark qui veut étendre le service militaire obligatoire aux filles. La Suède a réactivé son concept de guerre totale.
Partout, les citoyens doivent se préparer à un conflit. Kit de survie, bunker aménagé dans chaque ville, service civil et militaire obligatoire. Quant à la Finlande et ses 1300 km de frontière avec la Russie, elle n'a jamais baissé la garde. En Scandinavie, la plupart des autorités répètent le même refrain. Moscou ne s'arrêtera pas à l'Ukraine et pourrait attaquer l'Europe dans les 5 prochaines années. Résultat, sa traditionnelle neutralité a volé en éclats. La Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN. Toute la Scandinavie est désormais unifiée militairement et rangée sous protection américaine. Ces pays historiquement anti-nucléaires sont aussi en train d'évoluer. On discute publiquement de la proposition d'Emmanuel Macron d'inclure l'arme nucléaire française dans la défense européenne. Quant à l'éventualité d'envoyer des troupes en Ukraine, les pays scandinaves n'ont pas totalement fermé la porte. Alors c'est intéressant cette explication de Valérie Astruc. Certains se préparent, on l'a vu, à faire la guerre. Vous dites sur l'Ukraine, sur le dossier ukrainien, qu'il faut renforcer l'aide, mais négocier un référendum sur la Crimée et le Donbass pour que les populations choisissent elles-mêmes si elles veulent être ukrainiennes ou russes. Non, si vous me permettez, c'est un peu plus complexe que ça. Nous disons que d'abord, la stratégie du président de la République est inefficace et irresponsable, qui consiste à ouvrir la porte à envoyer des troupes françaises. C'est inefficace parce qu'il a été désavoué par nos alliés, et irresponsable parce que ça prend le risque d'un affrontement entre deux puissances nucléaires, ce qu'on a réussi à éviter même pendant la guerre froide. Donc quel est notre plan de paix à nous sur la guerre qui est menée par Vladimir Poutine en Ukraine? D'abord, c'est un soutien infaillible, financier, militaire également, logistique à l'Ukraine pour que Vladimir Poutine ne gagne pas la guerre. Mais cette histoire de référendum... J'y arrive. La question qui nous est posée maintenant, c'est pas comment on fait la guerre, mais comment on fait la paix. Et nous disons qu'il faut ouvrir des canaux diplomatiques pour négocier la paix. Dans les canaux diplomatiques que l'on peut utiliser, il y a l'Allemagne qui a proposé un sommet sur la paix les 15 et 16 juin. Ça fait partie des leviers. On peut utiliser comme levier la protection des centrales nucléaires. Cette guerre se déroule au milieu de 13 centrales nucléaires qui font peser un risque immense sur le continent européen. Donc on peut essayer d'avoir un début de négociation. Les premiers concernés sont les Ukrainiens qui sont sous le feu des tirs russes. Vous pensez qu'ils ont envie de négocier ? Mais je pense, vous savez, il y a la moitié des Ukrainiens qui refusent la conscription obligatoire, qui ne veulent pas aller faire cette guerre. Cette guerre, elle a déjà fait 100 000 morts. Donc il faut trouver une issue. Et l'issue ne peut être que diplomatique, pas aux conditions de Vladimir Poutine. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que le rôle et la responsabilité de la France et de l'Union européenne, c'est justement de prendre des initiatives pour la paix. Parce que cette guerre a déjà beaucoup trop duré, qu'elle a fait beaucoup trop de morts, et que nous prenons le risque précisément d'une guerre sans fin où nous allons laisser tous collectivement beaucoup de plumes. Merci Manon Aubry. Je sais que vous aimez beaucoup les sondages. Du coup, je vais redonner la main à Brice Teinturier. Je faire les résultats en général. Pour qu'on voit les grands enseignements de l'enquête que vous avez réalisée pour l'événement. Alors, le premier renseignement, c'est le rapport à l'Europe. Ce sont quand même des élections européennes. Et de ce point de vue, on voit une montée malgré tout des attitudes critiques. On a 50% seulement de Français qui nous disent que l'appartenance de la France à l'Union européenne est une bonne chose. Et c'est très clivé. Il y a vraiment 3 attitudes là très différentes. Chez les sympathisants Renaissance, socialistes, écologistes, on monte à plus de 80%. Chez les sympathisants RN ou Reconquête, on est à 22 et 18%. Donc il y a une attitude assez critique vis-à-vis de l'Europe. On la voit bien sur un autre indicateur, c'est que une majorité de Français nous dit « Oui, certes, je suis favorable à l'Europe, mais pas l'Europe telle qu'elle est menée actuellement. » Donc ce sont des soutiens critiques. Et ça, c'est quelque chose, vous le voyez ici, 56% nous disent globalement favorables au projet européen, mais pas tel qu'il est actuellement mis en place. Et puis on en a 21% qui nous disent je suis totalement défavorable au projet européen. Naturellement, ça se distribue aussi différemment suivant les familles politiques. Vous imaginez bien que c'est au RN qu'on est majoritairement défavorable au projet européen, et chez Renaissance qu'on y est, au contraire, cet envers-là, globalement favorable. Donc on a tous ces éléments dans ces élections européennes qui vont dans un sens de plus en plus critique. Vous avez enfin, sur les questions de crédibilité comparée, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, il y a des choses qui se dessinent. Il faut d'abord regarder, je crois, la colonne ni l'un ni l'autre. Donc quand on demande à qui faites-vous le plus confiance entre Renaissance et le RN sur toute une série de dimensions,
quasiment un C'est un Français sondage qui sur fait très deux plaisir à Manon Aubry. Je ne sais pas si c'était nous le but, disent. mais... Ça Moi, je prouve qu'on est décris- majoritaire dans le pays. ça peut recouper. Faites en sorte qu'on ça peut soit recouper, majoritaire dans les urnes malgré le 9 tout, juin. Ça peut recouper des gens très Bon. différents, hein, évidemment. Des électeurs de la France Insoumise ou des électeurs de LR, par exemple. Donc je ne sais pas si vous êtes majoritaire. Je sais en revanche que vous avez un Français sur deux qui, sur toutes ces dimensions, D'accord. dit ni l'un ni l'autre. Et puis après, on a quand même, sur beaucoup de dimensions, et pas seulement l'immigration, aujourd'hui, des Français qui nous disent « je fais davantage confiance au RN ». Et ce qui est très frappant, c'est que sur l'immigration, ce n'est pas une nouveauté, mais quand même sur des sujets économiques et sociaux, vous le voyez ici, on a maintenant des Français qui nous disent plutôt le RN que la liste Renaissance. Dernière chose peut-être, Allez, rapidement. ce sont des élections européennes, mais il y a quand même une dimension nationale, et un Français sur deux va aller voter sur des considérations nationales. Quand on leur demande du coup, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour manifester votre soutien ou votre opposition au président de la République et au gouvernement? Le vote sanction, c'est très classique dans ce type d'élection. Le vote sanction arrive largement en tête, 38% contre 11% de vote de soutien. De quoi donner quelques insomnies malgré tout au gouvernement ou aux partisans de la liste. Cette élection est un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. C'est comme ça que vous la voyez? Ou est-ce qu'il y a un autre enjeu? Mais il est clair que Emmanuel Macron mène une politique qui consiste à faire la poche des Françaises et des Français, une politique de malheur social, une politique qui gouverne par la brutalité. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu avec la réforme des retraites. Donc moi, j'invite toutes les Françaises et les Français qui justement se retrouvent ni dans le Rassemblement national et les macronistes, qui ont besoin de construire cette troisième voie, à nous donner la force le 9 juin et à prendre aussi une forme de revanche sur notamment la réforme des retraites qui nous a été imposée avec beaucoup de brutalité. Et je leur dis qu'il est possible d'autres choses le 9 juin prochain. Merci beaucoup, Merci à vous pour sincèrement, l'invitation. Manon Aubry, d'avoir été avec nous ce soir.